Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Émilie Granger et aujourd'hui nous sommes le 24 juin, mardi, bonjour. Lors de la fête de la musique, le 21 juin 2025, environ 145 personnes, principalement des adolescentes, ont déclaré avoir été piquées avec des seringues lors de concerts en plein air très fréquentés, notamment à Paris, Metz, Rouen, Évreux et Angoulême. Ces incidents faisaient suite à des publications inquiétantes sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat, avertissant que les femmes seraient ciblées. Les autorités ont rapidement arrêté 12 suspects, 4 à Angoulême, présumés responsables de près de 50 agressions, et 2 à Metz, arrêtés avec des seringues, dont l'un a été reconnu par une victime. Le ministère de l'Intérieur a pris la situation très au sérieux et a lancé des analyses toxicologiques pour déterminer si les seringues contenaient des drogues du viol comme le GHB ou le Rohypnol, bien que cela reste à confirmer. Certaines victimes ont été hospitalisées pour examen. Un incident à Cambrai s'est avéré n'impliquer qu'une égratignure, et non une seringue. Ces événements font écho à une série de signalements similaires de piqûres de seringues en 2022 dans des boîtes de nuit et des soirées. Les autorités ont appelé à la vigilance, offrant un soutien médical et des tests médico-légaux à toutes les personnes concernées. Hier, dans le dernier rapport du siège de l'ONU à New York, les remarques de Miroslav Jenka, sous-secrétaire général pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques, département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et des opérations de paix, au Conseil de sécurité, sur les menaces à la paix et à la sécurité internationale. Madam President, on the evening of 21 June, the President of the United States announced that the U.S. military conducted strikes against the Fordow, Natanz and Isfahan Madame la Présidente, le soir du 21 juin, le président des États-Unis a annoncé que l'armée américaine avait mené des frappes contre les installations nucléaires de Fordow, Natanz et Isfahan en Iran. Peu après, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a confirmé que les attaques autour des sites nucléaires avaient bien eu lieu. Les médias d'État iraniens ont indiqué que les 3 sites avaient été évacués et que les stocks d'uranium hautement enrichi avaient été transférés à l'avance. L'Iran a déclaré qu'il n'y avait aucun signe immédiat de contamination radioactive sur les 3 sites après les frappes. Le Bureau de gestion des crises de Qom, où se trouve Fordow, a déclaré que le périmètre du site nucléaire de Fordow avait été ciblé. Les médias d'État iraniens ont indiqué que seuls 2 tunnels, d'entrée et de sortie, avaient été détruits à Fordow. Des images satellites préliminaires en libre accès montrent des dégâts en divers points de l'installation. J'exhorte l'Iran à autoriser les inspecteurs de l'AIEA à accéder au site afin de procéder à des évaluations des dommages dès que les conditions de sécurité le permettront. Je note également que le Conseil entendra prochainement le directeur général de l'AIEA, M. Grossi. Je réitère la profonde inquiétude du secrétaire général face au recours à la force par les États-Unis contre l'Iran. Ce dernier développement doit être considéré avec la plus grande gravité. Il marque une dangereuse escalade dans un conflit qui a déjà dévasté de nombreuses vies dans les 2 pays, dans une région en péril. Il constitue une menace directe pour la paix et la sécurité internationale. Madame la Présidente, il y a seulement 2 jours, la secrétaire générale adjointe Di Carlo a déclaré devant ce Conseil que nous étions au bord d'un conflit généralisé. Je crains que nous ne soyons aujourd'hui à ce stade critique. Parallèlement, les hostilités entre Israël et l'Iran se poursuivent et en sont à leur 10e jour. Quelques heures après les frappes américaines, le Corps des gardiens de la Révolution islamique, CGRI, a annoncé avoir lancé une 40aine de missiles sur Israël. Les autorités israéliennes ont signalé que plus de 85 personnes avaient été blessées lors du tir, et que de nombreux bâtiments à Tel Aviv et dans sa banlieue sud avaient subi d'importants dégâts, notamment de nombreux immeubles d'habitation et une maison de retraite. Israël a également annoncé avoir lancé une série de frappes contre des cibles militaires en Iran, notamment à Téhéran, Tabriz et Yazd. Les forces de défense israéliennes, FDI, ont indiqué que 30 avions de chasse avaient frappé des dizaines de cibles militaires en Iran. Les médias iraniens ont fait état de plusieurs victimes civiles, dont des enfants, ainsi que de dégâts matériels et matériels. Plus tôt dans la journée du 21 juin, Israël a attaqué, pour la 2e fois depuis le 13 juin, le complexe nucléaire d'Ispahan, touchant 6 bâtiments. Selon le ministère iranien de la Santé, au 21 juin, 430 personnes ont été tuées et plus de 3500 autres blessées suite aux frappes israéliennes en Iran. La plupart étaient des civils. Selon les autorités israéliennes, 25 Israéliens ont été tués et 1300 autres blessés depuis le début des échanges avec l'Iran.
Madame la Présidente, le conflit risque d'engloutir la région dans une instabilité et une volatilité accrue. Certains groupes armés non étatiques alliés à l'Iran ont mis en garde contre une implication des États-Unis. Les Houthis au Yémen et certains groupes armés en Irak ont juré d'attaquer si les États-Unis intervenaient dans le conflit entre Israël et l'Iran. Le Parlement iranien a exprimé à l'unanimité son soutien aux mesures visant à fermer le détroit d'Ormuz, une voie maritime vitale pour le transit énergétique mondial. La décision finale reviendra au Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Je rappelle les droits et obligations de tous les États en vertu du droit international en matière de navigation maritime. Madame la Présidente, le Moyen-Orient ne peut se permettre un nouveau conflit violent où les civils paieraient le prix des affrontements militaires. Le monde ne sera pas épargné par les conséquences de ce conflit dangereux. Je me fais l'écho de l'appel du secrétaire général aux États membres et aux membres du Conseil de sécurité pour qu'ils adoptent une attitude de désescalade et respectent leurs obligations au titre de la Charte des Nations Unies, notamment l'obligation de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques et les autres règles du droit international. Tous les États doivent respecter leurs engagements nucléaires. Toutes les parties au conflit doivent également respecter les règles pertinentes du droit international humanitaire dans la conduite de leurs opérations militaires. Il n'existe pas de solution militaire à ce conflit. La diplomatie est nécessaire, la désescalade et le rétablissement de la confiance sont désormais nécessaires. Merci, Madame la Présidente. I recall the rights and obligations of all states under international law in relation to maritime navigation. Madam President, the Middle East cannot afford yet another violent conflict where civilians pay the price of military confrontations. And the world will also not be spared from the ramifications of this dangerous conflict. I echo the Secretary General's call on member states and on the members of the Security Council to de-escalate and to uphold their obligations under the UN Charter, notably the obligation to settle their international disputes by peaceful means and other rules of international law. All states must live up to their nuclear commitments. All parties to the conflict must also comply with the relevant rules of international humanitarian law in the conduct of their military operations. There is no military solution to this conflict. We need diplomacy, de-escalation, and confidence building now. Thank you, Madam President. Mr. Yencha for his briefing. Aujourd'hui, au Centre national de conférence présidentielle John F. Kennedy, l'homme politique suisse Fabrice Amann, Antoine Beaulieu et Alain Bazalgette présentent un rapport d'information sur les rapports d'enquête français sur la guerre entre Israël et l'Iran, publié par la présidence Trump. Ce rapport sera commenté en vidéo. Au Centre national de conférence présidentielle John F. Kennedy, le politicien suisse Fabrice Amann, entouré des analystes diplomatiques Antoine Beaulieu et Alain Bazalgette, a prononcé une déclaration poignante concernant le rapport d'enquête français récemment publié sur le conflit israélo-iranien sous la présidence de Donald Trump. Amann a souligné les révélations du rapport sur les désalignements stratégiques, les décisions unilatérales de Washington et le rôle stabilisateur de la France dans un contexte de tensions croissantes. Debout sous les drapeaux emblématiques de la coopération transatlantique, Amann a salué le refus de la France d'approuver des frappes au-delà des cibles nucléaires, soulignant la retenue diplomatique du président Macron. Beaulieu a souligné comment les canaux diplomatiques européens étaient marginalisés par la coordination militaire américano-israélienne. Tandis que Bazalgette a averti que toute fausse impression de cessez-le-feu sans soutien vérifiable risquait de déstabiliser le monde. Le trio a appelé à un renouvellement des mécanismes de surveillance multilatérale et a réaffirmé l'engagement de la Suisse en faveur de la neutralité et de la désescalade. Nous sommes ici aujourd'hui, unis par notre volonté de comprendre les dynamiques profondes de la confrontation entre Israël et l'Iran, telle qu'elle s'est intensifiée lors de la présidence Trump. Ce conflit, de nature complexe et porteuse de graves implications pour la sécurité mondiale, mérite une analyse rigoureuse, factuelle et portée par l'exigence d'une diplomatie responsable. Au cours de l'été 2025, sous l'impulsion explicite de Donald Trump,
les États-Unis ont mené une série de frappes contre des installations nucléaires iraniennes, en collaboration étroite avec Israël. L'administration américaine a justifié cette action par le souci de prévenir une menace imminente, représentée par un programme nucléaire iranien jugé hors de contrôle. Résultat, un surcroît d'escalade militaire, suivi d'une riposte modérée de l'Iran, essentiellement symbolique, visant à éviter les pertes humaines, particulièrement sur les bases américaines telles qu'Al-Udeid au Qatar. L'exécutif français a réagi avec prudence et fermeté. Dès les premières heures, Emmanuel Macron a exprimé sa préoccupation face à cette dynamique dangereuse. Il a condamné toute extension des frappes au-delà du champ nucléaire et a appelé à un dégel immédiat. Ce positionnement traduit notre engagement à préserver la paix régionale sans cautionner les interventions non concertées. Le contexte diplomatique, souligné lors du dernier Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles, révèle une fracture grandissante dans l'alliance occidentale. Si certains États, comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, privilégient la diplomatie, d'autres se montrent plus enclins à soutenir des réponses militaires. Ces divergences témoignent de la difficulté à maintenir une approche commune face aux actes unilatéraux de Washington, nourris par des positions publiques parfois abruptes telles que le tweet de Trump se félicitant de la passivité iranienne vis-à-vis de ses frappes. En conclusion, notre enquête souligne que sous la présidence Trump, la guerre Israël-Iran n'a pas résulté d'un emballement irrationnel, mais d'un calcul militaire conjugué à une communication politique potentiellement déconnectée des réalités diplomatiques. L'annonce d'un cessez-le-feu non confirmé, les frappes unilatérales, le rôle ambigu des alliés européens, tout cela crée un théâtre dangereux où la sécurité collective paraît compromise. La France, fidèle à ses valeurs, a su prendre sa distance. Elle a condamné les frappes hors du cadre nucléaire, invité à la retenue, pris en compte les aspects sécuritaires, économiques et humanitaires, tout en réaffirmant son attachement au multilatéralisme, à la négociation et à la vérification internationale. À la lumière de cette analyse, il apparaît plus nécessaire que jamais de réactiver des cadres diplomatiques robustes, d'investir dans la transparence nucléaire, et d'alerter sur les effets systémiques d'un conflit élargi. La France restera vigilante, ferme dans ses principes, prête à agir pour éviter toute dérive hors du cadre juridique international. Je vous remercie de votre attention. En conclusion, notre enquête souligne que sous la présidence Trump, la guerre Israël-Iran n'a pas résulté d'un emballement irrationnel, mais d'un calcul militaire conjugué à une communication politique potentiellement déconnectée des réalités diplomatiques. L'annonce d'un cessez-le-feu non confirmé, les frappes unilatérales, le rôle ambigu des alliés européens, tout cela crée un théâtre dangereux où la sécurité collective paraît compromise. La France, fidèle à ses valeurs, a su prendre sa distance. Elle a condamné les frappes hors du cadre nucléaire, invité à la retenue, pris en compte les aspects sécuritaires, économiques et humanitaires, tout en réaffirmant son attachement au multilatéralisme, à la négociation et à la vérification internationale. À la lumière de cette analyse, il apparaît plus nécessaire que jamais de réactiver des cadres diplomatiques robustes, d'investir dans la transparence nucléaire et d'alerter sur les effets systémiques d'un conflit élargi. La France restera vigilante, ferme dans ses principes, prête à agir pour éviter toute dérive hors du cadre juridique international. Je vous remercie de votre attention. Leur déclaration, prononcée sur un ton sombre devant un auditoire rempli de journalistes et d'observateurs politiques, a renforcé les inquiétudes européennes quant à l'héritage de la politique étrangère de Trump. La séance s'est conclue par un appel à un engagement diplomatique transparent et un avertissement. Une ambiguïté non résolue dans la diplomatie nucléaire pourrait raviver les crises régionales. Chaîne de télévision française 3, le jour de l'information. Le président Trump a autorisé des frappes aériennes américaines sur 3 sites nucléaires iraniens, Fordo, Natanz et Ispahan, en réponse aux renseignements révélés après les précédentes frappes israéliennes. Il a qualifié ces attaques de « succès militaire spectaculaire » et s'est engagé à déployer une force bien plus importante si l'Iran refusait d'engager des négociations diplomatiques. Parallèlement, les évaluations des services de renseignement américains suggèrent que l'Iran était probablement à des années de se doter de l'arme nucléaire, ce qui remet en cause les justifications israéliennes pour ses précédentes frappes. Malgré l'escalade des tensions, Trump a inscrit ces frappes dans le cadre d'une stratégie de négociation plus large, laissant entrevoir un potentiel changement de régime si l'Iran persistait. L'Iran a réagi par des déclarations de représailles, mais n'a pas encore ciblé d'intérêts américains spécifiques. Certains signes indiquent que Téhéran pourrait même envisager de fermer le détroit stratégique d'Ormuz, une décision qui aurait un impact considérable sur les flux pétroliers mondiaux.
Ce changement marque un renversement de position significatif par rapport à la position initiale de Trump plus tôt cette année, lorsqu'il aurait hésité à riposter à la destruction d'un drone américain, cherchant à concilier les inquiétudes concernant les pertes civiles et la pression militaire. Cette retenue contraste désormais avec son recours soudain aux frappes anti-bunker de grande envergure et son recours renouvelé à la politique de la corde raide. En substance, cette analyse soutient que la récente intervention militaire de Trump en Iran n'est pas seulement une réaction à des frappes régionales antérieures, c'est un levier délibéré pour pousser Téhéran vers une diplomatie aux conditions américaines, même si cela comporte un risque important de déclencher un conflit plus large au Moyen-Orient. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse nationale, Chantal Hermenot et Félix Hermenot prononceront un discours sur l'escalade des tensions entre l'Iran et Israël et la nécessité de renforcer les efforts de la communauté internationale dans le domaine humanitaire. Ce sujet sera commenté par un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse nationale, Chantal Hermenot et Félix Hermenot, deux personnalités diplomatiques de premier plan, prononceront un discours conjoint consacré à la récente escalade entre l'Iran et Israël. Intitulé « L'escalade entre l'Iran et Israël », réflexion sur le positionnement humanitaire et la réponse internationale, leur discours devrait présenter le conflit non seulement comme une confrontation militaire, mais aussi comme une crise humanitaire critique exigeant une attention internationale. Chantal Hermenot, analyste chevronnée des affaires étrangères et conseillère en politique humanitaire, présentera un aperçu contextuel des tensions croissantes, soulignant le coût des victimes civiles et l'urgente nécessité de cadres de protection conformes au droit international. Elle devrait souligner l'impact disproportionné sur les communautés déplacées, les hôpitaux et les infrastructures de base, qualifiant ces réalités de dommages collatéraux inacceptables à l'ère de la prétendue responsabilité internationale. Félix Hermenot, réputé pour ses engagements diplomatiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, adoptera une approche plus structurelle. Ces remarques devraient marquer la position officielle de la France, appelant à un accès humanitaire coordonné, à des mécanismes de cessez-le-feu et à une coopération multilatérale par l'intermédiaire de l'Union européenne et des Nations unies. Ce discours soulignera probablement le rôle moteur de la France dans le respect des principes humanitaires dans un contexte de troubles géopolitiques. Mesdames et messieurs, membres de la presse, citoyens de France et partenaires internationaux. Nous nous tenons aujourd'hui à un moment critique de notre histoire contemporaine. L'escalade récente entre la République islamique d'Iran et l'État d'Israël provoque une onde de choc à travers le Moyen-Orient, dont les conséquences humaines dépassent déjà le seuil de l'acceptable. La France condamne fermement toute action militaire qui met en péril les populations civiles. Les frappes successives, les représailles directes et l'effondrement des voies diplomatiques alimentent un cycle dangereux qui compromet non seulement la stabilité régionale, mais aussi les fondements du droit international humanitaire. Nous rappelons que l'usage disproportionné de la force, d'un côté comme de l'autre, ne saurait jamais constituer une solution durable. Les conflits entre États doivent impérativement se résoudre par le dialogue, la médiation et le respect mutuel de la souveraineté. Face à cette situation alarmante, la France réaffirme son engagement en faveur d'une réponse humanitaire immédiate et coordonnée. Il est de notre devoir moral et politique d'assurer un accès libre, sûr et sans entrave à l'aide humanitaire dans toutes les zones affectées par les combats. Nous saluons les efforts des ONG, des casques blancs et des agences des Nations Unies qui œuvrent sans relâche dans des conditions souvent périlleuses. Leur courage est à la hauteur de notre responsabilité collective. Par ailleurs, la France continue de dialoguer activement avec ses partenaires européens, américains, arabes et asiatiques afin de bâtir une coalition diplomatique résolue à faire prévaloir la paix, la sécurité et la dignité humaine. Nous avertissons, la spirale de violence ne fera que produire davantage de souffrance. Il est temps, aujourd'hui plus que jamais, de placer l'humain au cœur de nos décisions. Chaque nation a un rôle à jouer dans la désescalade. Notre voix, ferme mais équilibrée, portera ce message jusqu'aux plus hauts cercles internationaux. Je vous remercie. Cet événement intervient dans un contexte de demande croissante au sein de l'UE pour un front diplomatique unifié et de relance des débats au Conseil de sécurité de l'ONU sur la protection des civils dans les zones de conflit. Les observateurs s'attendent à ce que ce discours serve à la fois d'appel moral et de déclaration politique, visant à mobiliser les acteurs humanitaires et à repenser le discours, passant des représailles aux mesures de restauration.
Des correspondants de presse et des diplomates de plus de 20 pays sont attendus. La conférence, retransmise en direct depuis le Palais des Congrès, sera suivie d'une séance de questions-réponses avec les deux intervenants. Ce discours pourrait non seulement façonner le positionnement de la France face à la crise, mais aussi influencer la réponse humanitaire plus large dans l'une des zones les plus instables du monde. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Les sénateurs républicains révisent d'urgence des parties essentielles de leur vaste projet de loi de politique intérieure, baptisé « méga-projet de loi », en réponse à des désaccords internes, à des questions fiscales et Medicaid non résolues, ainsi qu'à des difficultés procédurales. Alors que les dirigeants républicains visent à commencer le vote d'ici jeudi et à obtenir une adoption définitive avant le 4 juillet, des dispositions clés restent en suspens. Il s'agit notamment des litiges concernant le plafond de déduction des impôts locaux et d'État, SALT, le partage des coûts de Medicaid et les propositions de modification fiscale des prestataires qui pourraient affecter les hôpitaux ruraux. L'examen en cours, mené par la sénatrice Elizabeth McDonough, concernant le respect des règles de réconciliation budgétaire, a déjà invalidé d'importantes propositions de réduction des coûts, dont une concernant des erreurs dans l'aide alimentaire. Les conservateurs, tant au Sénat qu'à la Chambre, restent sceptiques, craignant que le projet de loi ne réduise pas suffisamment les dépenses. Le président Trump mène un lobbying actif auprès des conservateurs budgétaires, prenant l'abrogation des crédits d'impôt pour les énergies propres et s'attaquant aux inefficacités de Medicaid. Les dirigeants du Sénat pourraient retarder la publication du projet de loi révisé jusqu'à ce que les décisions de McDonough soient finalisées, attendues d'ici mercredi, mais des divisions internes et des obstacles procéduraux pourraient compromettre le calendrier d'examen et d'adoption éventuelle. Et merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles d'aujourd'hui. Ici Émilie Granger, je vous dis au revoir, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Mathieu Augustin. Alors passez une bonne journée et bonne nuit. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.